Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur cette idée assez répandue, tenace même, que la technologie pourrait résoudre tous nos grands problèmes. On appelle ça le solutionnisme technologique. Exactement. Et pour bien creuser le sujet, on va s'appuyer sur deux éclairages. Une analyse de l'IFRI et puis un avis très intéressant du Comité national d'éthique du numérique, le CNPN, qui se concentre, lui, sur l'IA générative. Ok, l'objectif ici, c'est quoi? C'est de comprendre ce que cette approche promet, bien sûr, mais aussi, et peut-être surtout, de voir ses limites, ses angles morts, et puis toutes les questions éthiques que ça soulève. Surtout avec l'IA qui est partout maintenant. Bon, alors allons-y. Alors ce solutionnisme technologique, c'est quoi au juste? Si on reprend l'IFRI, cette tendance à regarder les problèmes, qu'ils soient sociaux, politiques, environnementaux, Complexe, souvent. voilà, complexes, et à les voir avant tout comme des défis techniques. L'idée, c'est que l'innovation va nous trouver la solution. Et Oui, et l'IFRI relie ça en citant des gens comme Papert ou Ellul à ce qu'on appelle la pensée computationnelle. C'est un peu comme si on voyait le monde comme un ingénieur, quoi. Tout problème pourrait être découpé, codé. résolu par un algorithme. Exactement. Une vision très technicienne, en fait. Et ça donne parfois des projets qui font rêver, sur le papier en tout cas, mais qui interrogent pas mal. L'IFRI donne l'exemple de l'Hyperloop d'Elon Musk. Ah oui, l'hyperloop. Une promesse de vitesse incroyable, mais bon, techniquement très compliqué, ça demande une énergie folle, ça artificialise les sols, et puis ça a quand même englouti énormément d'argent public pour pas grand-chose de concret après plus de 10 ans. Et ce qui est typique là-dedans, c'est cette façon d'isoler le problème. On propose une solution technique très pointue pour les transports, par exemple, ou pour le climat, avec certaines idées de géo-ingénierie, mais sans forcément regarder l'ensemble du système. C'est pas très holistique comme approche. C'est ça. Et ce réflexe de la solution technique avant tout, on le voit puissance 1000 avec l'IA générative, non? Je pense à ChatGPT, ce genre d'outil. Ah oui, là, c'est un cas d'école. Le CNPN décrit bien ces systèmes, basés sur des modèles d'apprentissage profond, les fameux transformers, très forts pour générer du texte, des images. Le potentiel sauve énorme, y compris pour des causes comme l'environnement, la biodiversité, on entend ça. Oui, le potentiel est là, mais le CNPN met aussi l'accent sur des enjeux éthiques majeurs, vraiment majeurs. Le premier, c'est notre rapport à la vérité. Ah oui. Ces IA, elles produisent des textes qui ressemblent à du vrai, mais ce sont des corrélations statistiques. Elles ne comprennent pas le sens. C'est pour ça qu'on a ces hallucinations. Des erreurs factuelles, mais dites avec une assurance. Voilà. Le comité cite un exemple amusant. Une IA qui raconte que Gagarine a ramené des roches de la Lune. Bon, ça montre bien le risque de désinformation quand même. Et puis, il y a la manière dont c'est formulé. Je pense que ça peut être trompeur. Le CNPN parle aussi du risque de manipulation. L'IA qui simule l'empathie, qui nous pousse à révéler des infos perso, qui donne des conseils pas toujours avisés. Absolument. Ça brouille les pistes. On ne sait plus trop si on parle à un humain ou une machine. Et ça pose la question de la responsabilité. Qui est l'auteur d'un texte généré? Qui est responsable si c'est faux ou pire, nuisible? Sans oublier les biais. Ça, c'est un point crucial. Oui, l'IA recrache les biais présents dans les énormes quantités de données avec lesquelles on l'entraîne. L'IFRI citait PredPol aux USA, ce logiciel de police prédictive qui ciblait injustement certaines communautés. Et le CNPN note la domination de l'anglais des cultures occidentales. Donc si on rassemble tout ça, biais, manipulation, rapport à la vérité, l'IFRI suggère que ce solutionnisme a un effet plus large. Il tend à dépolitiser les problèmes, c'est-à-dire en se concentrant sur l'outil technique, on évite peut-être de s'attaquer aux racines des problèmes, la pauvreté, les inégalités structurelles, et ça court-circuite un peu le débat démocratique sur les choix de société qu'on veut faire. Oui, c'est un point très important. Ça peut même servir, comme le suggère l'IFRI, à justifier une forme d'inaction sur les changements vraiment profonds. Pour le climat, par exemple, est-ce que parler beaucoup de géo-ingénierie ou de crédit carbone, ça ne devient pas une excuse pour moins réduire nos émissions ? Un risque de greenwashing. Et derrière ça, il y a des risques systémiques. Oui, que les deux sources identifient bien. D'abord, la concentration du pouvoir économique, décisionnel, entre les mains de quelques géants de la tech, les GAFAM bien sûr, et l'IFRI mentionne aussi cette mafia PayPal, Ces anciens de PayPal devenus ultra influents dans la Silicon Valley. voilà, qui capte une bonne partie de l'innovation, des ressources. Et puis, il a l'impact environnemental de la tech elle-même. On en parle de plus en plus. Oui, la consommation d'énergie des data centers, l'entraînement des modèles d'IA qui est très gourmand, c'est pointé par les deux analyses. Et puis, bien sûr, le développement de la surveillance d'État,
Les villes sûres, le traçage numérique. Le Covid a un peu accéléré l'acceptation de ça, d'ailleurs. Oui. L'IFRI va même jusqu'à noter un alignement inquiétant aux États-Unis entre certains courants technolibertariens très pro-dérégulation et des discours populistes. Bon, le tableau est assez chargé. Mais est-ce que c'est la seule voie possible? L'IFRI rappelle quand même que l'idée d'une technologie au service du bien commun, c'est pas complètement utopique. Surtout en Europe, peut-être? Heureusement non, ce n'est pas la seule voie. Et les alternatives existent, elles méritent d'être regardées de près. L'IFRI parle beaucoup des low-tech. Les technologies douces, frugales. C'est ça, simple, robuste, durable, réparable. L'exemple de la technique du ZAI au Sahel pour cultiver avec peu d'eau, c'est frappant, ou les filtres à eau biosable, l'éco-construction. Des choses qui marchent. Il y a aussi ce que les deux sources appellent les communs numériques. Oui, comme Wikipédia, OpenStreetMap, les logiciels libres, des projets où ce qui compte, c'est l'usage, la collaboration, pas juste le profit immédiat. Ça montre qu'un autre modèle est possible. Et plus largement, des approches qui redonnent le contrôle aux citoyens, aux utilisateurs. L'IFRI mentionne les conventions citoyennes, l'implication des gens concernés par les technologies. Absolument. Et ça passe aussi, bien sûr, par la régulation. Le CNPN insiste là-dessus en saluant par exemple l'EAI Act européen. Il faut un cadre. Et il faut continuer la recherche en éthique pour guider tout ça. Donc, pour résumer un peu, le solutionnisme technologique, ça nous donne des outils incroyables, c'est indéniable. Mais une approche purement technique, ça risque de nous faire passer à côté de l'essentiel. Les enjeux sociaux, politiques, éthiques. Oui, exactement. La technologie n'est pas neutre et elle ne résoudra pas tout par magie. Ce qui nous amène à une question peut-être pour ouvrir à la réflexion. Comment on fait collectivement pour que l'innovation technologique vienne vraiment nous aider à construire un monde plus juste, plus durable? Plutôt que de juste optimiser des systèmes qui existent déjà avec leurs défauts ou de créer de nouvelles dépendances qui peuvent être problématiques. Voilà, c'est une sacrée question. Et la réflexion est loin d'être terminée.